souhaite la plus cordiale bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à ce déjeuner causerie et nous avons le plaisir d'accueillir Mme Suzanne Girard qui sera la conférencière avec qui vous pourrez aussi échanger. Vous avez reçu l'ordre du jour, mais il y a quelques petits changements, alors c'est pour ça que c'est moi qui souhaite la bienvenue. Et donc, je vous souhaite un bon appétit. S'il y a quoi que ce soit dans l'organisation, vous pouvez me le demander ou à Joseph Désiré ou à Sadiki. Alors, Joseph Désiré, je te laisse la parole. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Alors, certains et certaines sont de retour de leurs vacances d'été, d'autres y sont encore. Quoi qu'il en soit, c'est certainement avec un grand plaisir et une joie immense que nous nous retrouvons ce matin pour continuer avec nos déjeuners conférences. Il s'agit d'une rencontre qui entre pour le compte des activités de l'AQDR Québec et son projet Proche aidant Solidarité. Je suis proche aidant, tu es proche aidant, nous sommes tous des proches aidants. Je rappelle que le but est d'accompagner et de soutenir avec le concours des personnes ressources les proches aidants qui se dévouent généreusement aux côtés des personnes en perte d'autonomie. La dernière conférence tenue le 27 juillet dernier a voulu inviter les proches aidants à prendre en compte le phénomène des changements permanents des besoins des aidés, ainsi que les changements des ressources qui permettent aux aidés, aux proches aidants de mieux accomplir leur travail. Pour faire suite à notre dernière séance du 27 juillet dernier, la rencontre de ce jour se veut plus introspective, c'est-à-dire elle incite à une réflexion sur soi-même comme proche aidant en faisant des projections sur l'avenir. C'est l'enjeu qui se crame derrière le thème choisi. Si le proche aidant venait à perdre son autonomie, point d'interrogation. Il est possible que la plupart d'entre vous aient déjà eu une telle préoccupation. L'expérience d'un couple m'a personnellement motivé à en faire l'objet d'une conférence sous l'expertise d'une personne ressource, Madame Suzanne Girard. Permettez-moi de souligner cette expérience particulière. À Cap-Rouge, Nicole est proche aidante de son époux Jean. Les deux sont manifestement dans une situation de vulnérabilité. Bien que Nicole veille sur son conjoint Jean, qui souffre de l'Alzheimer, Nicole souffre elle aussi d'un cancer qui tend vers une généralisation. La proche aidante est autant soucieuse de son conjoint que de sa propre situation, au point de se demander ce que deviendrait ce dernier si elle venait à décéder avant lui. Cette situation particulière, comme bien d'autres cas, nous rappelle que personne n'est à l'abri d'une maladie, à l'abri d'un accident, à l'abri d'un trouble de santé mentale qui pourrait l'empêcher un jour de s'occuper de lui-même, de gérer ses propres biens ou encore de s'occuper des siens. C'est pourquoi il est important de prendre des précautions. C'est cela qui mobilise notre échange ce matin. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'une dame petite d'expérience
et aviser sur la complexité de la question. Il s'agit de Madame Suzanne Girard, juste à côté de moi. Elle est présidente directrice générale de l'association des proches aidants de la capitale nationale. Je sais que nos oreilles brûlent d'impatience de l'écouter. Nous avons soif de l'écouter. Mais avant, je nous rappelle quelques modalités pratiques. Le déjeuner doit être défrayé comme d'habitude, les frais du déjeuner. Des fiches vous ont été remises. Ces fiches, nous vous prierons de nous les remettre au terme de notre rencontre. Alors, je m'en vais passer la parole à Madame Suzanne Girard. Merci. Bonne journée à tout le monde. Je crois que je vais tourner l'ordi par ici parce qu'autrement je vais cacher les gens. José, j'espère que ça ne brise rien. Je voudrais tourner l'ordi par ici. On n'a pas caché. Il y a un fil qui bloque. Ok, ça va aller. C'est pas mon ordi, là, donc j'ai un peu de misère. Là, on a perdu, là. Pendant que Joseph organise le tout, je dois vous dire, je veux d'abord remercier la table de concertation de la QDR de la capitale nationale, avec qui nous collaborons depuis des années. Alors, je veux les remercier de me donner la chance de venir vous rencontrer. Je reconnais beaucoup de personnes déjà, là, parce que je vais toujours à la table de concertation aussi. Alors, merci aussi à Joseph, avec qui je travaille depuis qu'il est ici au pays, je crois. Hein? Alors, mais en premier lieu, là, je voudrais vous demander, parce que il y en a combien ici qui ont vécu l'expérience ou qui aident quelqu'un actuellement, soit à domicile ou hors domicile, un ami? Levez la main juste pour voir. Oh là là. Ouais. Quand on dit qu'il y a 7 personnes sur 10 là, au Canada, là, c'est vrai. Hein? Puis ceux qui n'ont pas levé la main, là, ben, ça va venir. Hein? Inquiétez-vous pas. Alors, presque, on y passe tous de toute manière, c'est très rare. C'est seulement quand tu parles à des gens de 20 ans, ben là, ils sont loin de ça encore, mais un jour ou l'autre, ça va les toucher. Hein? Alors, au fond, là, je suis un prof de carrière aussi, là, alors moi, je lis pas beaucoup, hein, je vous parle plutôt, là. J'ai préparé ma conférence pour parler de ce qu'on vit comme proche aidant, puis je parle en connaissance de cause aussi, j'ai été proche aidante au-delà de 7 ans. Et ce qu'on vit de positif et ce qu'on vit de négatif aussi. Parce que, je dirais, on va le voir dans mon texte, souvent la vie des proches aidants est en danger, là, puis on dirait que le proche aidant, il ne s'en aperçoit pas. Alors, je commence, d'accord? Alors, ici, c'est vraiment le titre de la conférence. On offre des services. Ça, je vais vite, c'est le début juste pour présenter l'association. La mission de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, d'abord, nous sommes régionales. Nous offrons des services de Charlevoix, Portneuf. C'est une population maintenant de... Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire? Ça a été annoncé beaucoup dernièrement parce que la population de la capitale augmente. On est rendu à 1 269 000 personnes dans la capitale. C'est du monde, hein? Il y a eu beaucoup cette année de gens qui sont venus vivre à Québec. Alors, nous, on offre du soutien, mais tous n'est pas proche aidant, hein? Alors, heureusement. Alors, c'est ça. Nous, mais c'est ce que je viens de dire, on couvre tout le territoire dans Charlevoix, dans Portneuf, et on a un bureau dans Portneuf, alors dans la ville de Québec. Bon, ici, là, ce que j'ai mis comme diapositive, c'est le parcours du proche aidant. On commence souvent avec des problèmes à la maison, ça nous prend des fois 2-3 ans avant d'aller chercher le diagnostic. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, là.
Alors, mais le jour où on a le diagnostic, ça va vous dire que vous êtes déjà dans le gros travail. Alors, on dit, la personne proche aidante se retrouve face à plusieurs stades. Le choc du diagnostic aussi. Moi, je suis au bureau, je suis obligée de le dire parce que tous les téléphones, moi, je suis infirmière clinicienne, et tous les téléphones qui arrivent au bureau pour... Vous n'avez pas idée, là, on reçoit quasiment près de 15 000 appels de problèmes par année. Alors, c'est beaucoup moi qui les reçois et c'est beaucoup ça, le choc du diagnostic. Je viens d'arriver chez le médecin, j'arrive de chez le médecin, mon mari ou ma femme, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui s'occupent de leur conjointe aussi, là, ils viennent d'avoir le diagnostic, mais surtout quand ce sont les maladies cognitives, vous le savez comme moi, ils ont le choc du diagnostic, mais ça fait déjà 5 ans que ça brasse, hein? Si on ne devient pas malade comme ça du jour au lendemain. Alors, le problème aussi des proches aidants, c'est de comprendre la maladie. Je ne sais pas ceux qui sont loin, s'ils voient les lettres, là, mettre en place des services aussi, ça je vais en parler. La personne aidante, dans le 2e paragraphe, on est rarement préparé à ce rôle-là. Parce que ce que je vois dans certaines familles, quand ça va bien, mettons que c'est la mère qui est malade puis que c'est la fille qui s'occupe de sa mère, si la relation a été très bonne tout le temps de son enfance et tout, ça va bien. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas toujours comme ça. Alors souvent, les jeunes femmes sont aux prises avec des mères caustiques, des mères qui ont été caustiques toute leur vie. C'est vraiment des vies... Ce sont des parcours difficiles à vivre. Ensuite, j'insiste sur l'épuisement qui guette le proche aidant. Moi, j'observe là, depuis des années, nous, on a 16 ans d'existence, là, j'observe que c'est le malade qui mène dans la maison. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, madame. Ben là, je vous donne un exemple. Là, je vais essayer de passer ma diapositive. Excusez, pour pas que j'oublie. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé hier au bureau. Là. On est obligé, il y a un préposé qui va à domicile chez quelqu'un. Le monsieur, il ne veut rien savoir. Alors, on est obligé. La madame m'a appelé, elle est au désarroi. Mais de là à la faire cheminer pour qu'elle reprenne le contrôle de sa maison, mais elle n'est pas la seule. Les malades, pour toutes sortes de raisons affectives, ils ont peur de perdre leur proche aidant, acceptent difficilement qu'une autre personne vienne s'occuper d'eux. Mais le danger, c'est que pendant ce temps-là, c'est le proche aidant qui s'épuise. Quand tu as 80 ans ou 70 ans ou 60 ans, tu ne peux pas passer des semaines sans dormir, c'est pas vrai. Quand tu as 20 ans, tu peux aller dans les bars 3 soirs de suite et aller travailler le lendemain, là. Mais pas quand tu vieillis, tu ne peux pas faire ça. S'il y en a qui sont capables de faire ça, lever la main, là, je crois pas, hein? Il n'y a pas de main qui se lève, là. Bon. Il y a une autre chose aussi, j'insiste là-dessus. Vous dire comment plusieurs personnes, là, ça fait des années qu'ils prennent soin de quelqu'un, puis ils ne se considèrent pas comme proche aidant. Ils ne savent pas qu'ils sont proches aidants. C'est incroyable encore de nos jours, là, mais dès que tu prends soin de quelqu'un, puis le ministère de la Santé, heureusement qu'il reconnaît ça, là, il dit que le proche aidant, c'est le premier réseau dans le système. Parce que moi, je dis toujours, s'il fallait que tous les proches aidants, un matin dans la province, se rendent dans les urgences avec leurs malades, imaginez-vous le tsunami que ça ferait. Hein? Ce serait terrible. Ça vous démontrerait là, comme toute la place que le proche aidant occupe au niveau des soins. Alors, ça, on travaille beaucoup. La table est proche, c'est pour ça que j'ai peur que les gens en arrière ne voient pas bien, là. Mais qu'est-ce que ressent le proche aidant? C'est de l'anxiété. Ça, là, c'est presque toujours. De la détresse psychologique, de la fatigue. On ne peut pas être des semaines sans dormir, sans devenir malade. C'est pas possible, là.
Oui, allô, wow. Il y a quelque chose, ça m'inquiète un peu, je pense qu'en arrière. Ah, c'est mieux. On appelle ça comment, un monsieur qui vient nous aider comme ça? Je le voyais là, qui s'était embrouillé, mais je n'étais pas capable, c'est pas mon appareil. Hein? Alors là, hein? Merci, mon Dieu, que c'est fait. Alors, quand je vous dis que le proche aidant vit de l'anxiété, de la détresse, ça n'arrive pas du jour au lendemain, là. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, puis tu veux... D'abord, quand quelqu'un commence à être malade, il ne s'en va pas vers la guérison, il s'en va vers la fin, ça c'est sûr. Donc, ça se détériore toujours progressivement. De la fatigue, puis souvent, nous, on observe au bureau avec les appels qu'on reçoit, le proche aidant est souvent lui-même malade et souvent aux prises avec des cancers, maladies cardiaques ou quand on dit diminution du système immunitaire. Et ce que vit le proche aidant, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous le vivez, quand les proches aidants, là, surtout quand quelqu'un a des maladies cognitives, le monde s'éloigne de toi tranquillement. Le proche aidant, là, normalement, quand ça fait 2-3 ans qu'il est proche aidant, il est très seul. Les gens, pour toutes sortes de raisons, ils ne viennent plus te voir, ça ne les intéresse pas de venir jaser avec quelqu'un qui a des maladies, surtout les pertes cognitives. Ça va jusque-là? Oui. OK. Maintenant, c'est moins embrouillé. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les populations vulnérables qui sont à risque d'épuisement physique et psychologique, d'isolement social, surtout les proches aidants qui sont à l'emploi, parce que la majorité des proches aidants ont entre 45 et 56 ans, puis sont au travail, ces gens-là. Alors, ils ont une famille, ils ont une carrière, et ils ont aussi des parents qui doivent aider. C'est vraiment très lourd pour eux. Tout à l'heure, je vais en parler, on a un programme justement pour les soutenir. Puis aussi, il y a beaucoup de difficultés financières parce que c'est pas tout le monde, proche aidant, qui gagne 100 000 $ par année, hein, qui est capable de se payer du personnel. Oh oui. Je vais le dire ici, dans le bas, dans le paragraphe. C'est reconnu que le proche aidant, c'est pas pour rien qu'on essaie de leur faire accepter de l'aide. Le proche aidant, dans les 3 premières années de leur vie de proche aidant, s'ils ne vont pas chercher d'aide, risquent de décéder avant la personne malade. C'est pour moi qu'ils l'inventent, là. C'est des recherches par des chercheurs selon un nombre de proches aidants. Puis on le voit, nous, au bureau, là. Il y a des proches aidantes qui décèdent avant, puis la personne malade reste tout seul. C'est la raison pour laquelle c'est fort important d'accepter de l'aide. Ça, c'est aussi... le proche aidant est souvent très téméraire. Alors, ici, on va regarder ce qui est positif et négatif quand on assume ce rôle-là. Ce qui est positif, là, parce qu'on l'entend souvent, c'est on se sent utile, on sent qu'on aime les gens qui sont proches de nous. Il y a un accomplissement, il y a des compétences, il y a de l'empathie. On accomplit nos responsabilités. Et aussi, ce qui est difficile rendu dans ça, c'est pas dans le positif que je devrais le mettre là, mais quand on doit parler de relocaliser la personne. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des pays où les CHSLD n'existent pas. Est-ce que vous saviez ça? Dans les pays scandinaves, là, les CHSLD, oubliez ça, là. Il y a souvent quelques résidences pour certains cas grabataires, mais ici, je ne ferai pas de commentaires, là, j'espère qu'un jour ça va changer, mais ici, si ça continue, la moitié de la population du Québec va être parquée quelque part. Alors, c'est l'idéal, ce serait, je le dis, puis je ne suis pas la seule, il y a le livre de Régent Hébert actuellement, là, Bien vieillir, et
l'idéal, ce serait qu'il y ait plus de soins à domicile. Parce qu'il y a des statistiques qui démontrent que 96% des personnes désirent vivre à domicile et mourir à domicile avec des services. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut s'en aller en CHSLD? Levez la main. Non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui veut y aller. Et l'idéal, j'espère qu'un jour, on va connaître ça. J'espère. Alors, parce que c'est un des premiers grands deuils quand tu dois relocaliser une personne. Mais l'idéal, quand tu maintiens quelqu'un à domicile, avec l'infirmière, avec les médecins qui passent, avec les intervenants sociaux, avec les préposés, ben, à ce moment-là, tu as de l'aide et tu es capable de faire le travail. Maintenant, qu'est-ce qui guette le prochain aidant là? Prenez soin de le lire comme il faut. Ça peut toucher la santé, l'épuisement. Si vous ne dormez pas bien, vous ne mangez pas bien, la santé mentale aussi. Il y a des gens qui sont pas loin de la dépression quand ils aident quelqu'un. Les gens qui ne dorment pas, il y a la réduction des temps libres parce que tu es 24 heures. Moi, nous, au bureau, là, on connaît les proches aidants, c'est du 24 heures sur 24. Un proche aidant qui va aller coiffer sa tante ou sa mère quelque part, ben là, c'est de la proche aidance, là, c'est pas dans la définition, laissez-moi vous dire. Actuellement, c'est beaucoup du 24 heures sur 24. Aussi, il y a des conflits familiaux. Avez-vous déjà reçu des conseils de vos familles pour vous dire comment faire, comment améliorer vos choses? J'espère, parce que moi, je l'ai déjà reçu. Hein? Ça, ils nous disent tout comment faire, mais ils ne viennent pas. Ils viennent pas aider, vraiment. Ils ne voient pas, là. Moi, c'est ça. Alors aussi, là, je veux en parler des conflits familiaux, mais le deuil blanc. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le deuil blanc? Non. Deuil blanc? Un deuil blanc. Pour le vivre. Le vivre quand la personne, on voudrait rester chez nous, puis qu'elle n'est pas là. On est séparés obligatoirement. C'est aussi une forme de deuil blanc. Pour moi, c'est le deuil blanc. Oui. C'est être isolé les autres, en fait, on n'a plus d'activité sociale, de vie sociale. Oui, ce sont des deuils blancs. Et le plus grand deuil blanc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est quand la personne, le conjoint ou la conjointe ou la mère ne te reconnaît pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Je parle de moi, là. Oui. Ça, là, laissez-moi vous dire que ça vient ajouter à l'isolement. D'abord, tu n'as plus d'amis. Les parents, là, ils te fuient comme la peste. Hein? Ça, c'est pas dit de même, mais on le perçoit, là. Puis quand la personne qui est très malade, ce sont les gens qui ont les pertes cognitives, hein, ne te reconnaît plus, alors tu es vraiment très isolé. C'est là que la santé est très fragilisée pour le proche aidant. Quand les proches aidants nous appellent pour nous dire qu'ils sont dans un état de même, quand même que je vous dirais qu'on essaie de les aider, ça n'a pas de problème, là, de leur apporter de l'aide de tout ça. Mais, parce que le... Hein? Monsieur Joël. Je connais pas l'ordi. Habituellement, je pars toujours avec mon ordi, mais ça va. Il y a des spécialistes autour de moi. Hein? C'est super. Et le vrai deuil, bien là, c'est ça. C'est quand le deuil réel, c'est lors du décès. Maintenant, je vais arriver dans les besoins des proches aidants, puis c'est reconnu là, par les appels qu'on reçoit. C'est que quand tu es proche aidant, tu n'es pas toujours un médecin, une intervenante sociale, une infirmière pour connaître l'évolution de la maladie. Alors, ils sont aux prises avec un diagnostic, ça va être comment, ça va évoluer comment, ça va finir quand et comment. Ça, ce sont les questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà venu à l'esprit, là. Ça va évoluer comment? Est-ce qu'il va guérir? Hein? Parce qu'on a toujours la pensée magique. Il y en a qui sont très religieux, qui promettent des affaires encore, je ne sais pas, mais plus beaucoup dans nos jours, là, hein, je pense, là. Mais c'est... Alors, les proches aidants ont besoin d'être informés. Être formés aussi,
Actuellement, je vais vous donner l'exemple. Nous, on donne une formation parce que les téléphones qu'on avait au bureau, là, mon mari a des pertes cognitives et quand il se fâche, je me fâche, puis là, on se fâche. Et ça vous est-il déjà arrivé? C'est quand une personne est malade, surtout les gens qui sont touchés sur le plan cognitif, on donne une formation, c'est un prof, un psycho de l'Université Laval qui donne la formation, M. Jean Vézina. Quelle communication doit-on avoir avec quelqu'un qui a des pertes cognitives? Moi, j'avais un préposé à la maison, mon conjoint était malade. Je parle de moi parce qu'on est dans un réseau de proches aidants, là. Normalement, je ne fais pas ça, là. Mais mon conjoint avait fait des AVC et des fois, il se fâchait. Il n'était pas épeurant, hein? Il se fâchait, mais le préposé se fâchait. C'est inadéquat. Et si ça vous arrive, là, puis on l'apprend aussi dans nos cours, là, si vous, dans votre communication avec une personne qui a quelques pertes cognitives, vous restez très calme, parce que, autrement, c'est une escalade, lequel qui va arrêter à se fâcher, là, et là, tout le monde est épuisé, tout le monde est déçu. Alors, il faut vraiment, en tout cas, ça là-dessus, je ne suis pas ici pour offrir les services du tout, là, mais si jamais ça vous intéresse, à l'automne, on l'offre 2 fois par année, là. Puis les gens qui ont suivi cette formation-là, c'est virtuel, ont été vraiment très contents. C'est un programme qui est vraiment bien construit aussi, là. Alors, les gens aussi ont besoin, soutien physique, psychologique et financier. Tous les jours, j'ai des appels pour savoir est-ce que j'ai droit à des crédits d'impôt. Avez-vous déjà pensé à ça, les crédits d'impôt? Non? Puis vous êtes proche aidant? Vous devez toujours demander à votre comptable. Puis si le comptable ne le sait pas, je regrette, là, c'est posez-vous des questions, parce que tous les comptables ont une formation chaque année sur les crédits d'impôt que doivent recevoir les proches aidants. Qu'il appelle, puis soyez boss, hein, qu'il appelle à Revenu Québec, à Revenu Canada, pour aller vérifier ce à quoi vous avez droit. Si vous gagnez 200 000 par année, vous n'aurez pas droit à grand-chose. Si vous ne gagnez rien non plus, mais normalement, là, on est dans la tranche là, de la moyenne, tout le monde, et vous avez droit à des crédits d'impôt proches aidants. Et il y a une autre chose que je dis ici, là, mais ça, je n'insiste pas trop longtemps. Il y a, pour toute personne qui a besoin d'aide, il y a un formulaire qui s'appelle « Personne handicapée » et quand il faut le faire remplir par le médecin et quand c'est adopté par les gouvernements, ça donne 2 400 $ de crédit sur le revenu par année. Une fois que c'est accepté par les gouvernements, ça va de soi jusqu'à la mort. Et on peut remonter à 8 ans. Vous me comprenez? En arrière. Alors, c'est le seul... Vous demandez quoi? Il y a un formulaire... Excusez, madame, je l'ai fait. C'est la formule F21. Marquez ça. Quand vous appelez au fédéral, vous demandez la formule F21 parce qu'ils ne vous l'offriront pas. Jamais. Ça m'a pris 4 heures avant de pouvoir avoir de savoir, parce que je connaissais le formulaire, mais je voulais avoir le formulaire. J'ai réussi à avoir le formulaire, mais en le demandant, ils vont vous l'envoyer. Soit par Internet ou soit par papier. Vous pouvez le demander par papier Oui, je vais et vous allez essayer de l'avoir. surveiller là. OK. Au fédéral. Personnes handicapées, c'est ça? Oui, c'est ça, mais le F21. Mais ça s'appelle personne handicapée. Puis je vous dirais là, passez par votre comptable ou celui qui fait votre rapport d'impôt, il va vous aider à tout faire ça. Et ça, là, si ça se savait, toutes les personnes en RPA puis en CHSLD devraient avoir fait cette déclaration-là, puis il y aurait tout ce revenu-là. Alors, ici, Santé et Répit, le premier service que doit recevoir le proche aidant, c'est le répit à domicile. Allez. Est-ce que ce formulaire-là, c'est pour l'aidant ou pour l'aidant? C'est pour l'aidant. Non. C'est pour la personne. Excusez, je vais répondre. C'est la personne
qui a des pertes, quand ça s'appelle personne handicapée, mais ça peut être une fracture de hanche, ça peut être un trouble cognitif, ça peut être, il n'est plus capable de marcher, il a besoin d'une marchette. Ça s'appelle personne handicapée. Parlez-en à votre comptable ou allez sur le site internet, il sort, là, on va sur Google, personne handicapée, puis ça sort tout de suite. Quand vous parlez de cognitif, si c'est une personne qui a des problèmes de santé mentale, un aîné, là, c'est très difficile. Tu sais, moi, pour l'avoir vécu avec ma mère, là, j'ai été obligée d'avoir une travailleuse sociale parce que moi, tout ce que je disais, c'était pas bon. C'était sa fille. La travailleuse sociale était capable de faire le pour et le bien. Là, tu sais. Votre fille a raison, parce que ma mère, quand j'allais la voir à l'hôpital, c'est parce que j'avais du temps pour elle. Mais elle voulait telle journée, tout à l'heure, tout ça. La travailleuse sociale a dit, votre fille vous aime, elle vient quand elle peut, pas tout le temps. Fait que c'est santé mentale. Mais la santé mentale et la santé physique entrent dans ce formulaire-là, madame. Cognitif. Travaillez avec votre comptable, puis vous allez... La santé cognitive est aussi importante que la santé physique. OK. Oui. Alors, je poursuis. Excusez. Oui, oui. Si la personne est en RPA, Oui. moi c'est mon frère qui est en RPA, puis j'ai fait la demande, là, mais je n'ai pas envoyé la documentation. Mais je me pose une question, s'il est en RPA, est-ce que je peux avoir ce qu'on parle? Le formulaire personne handicapée, c'est pour... Ça touche la personne qui est malade, où qu'elle soit. À domicile, en RPA, itinérant, en CHSLD, n'importe où. Souvent à la télévision, là, moi je le capte, il y a une nouvelle qui passe, les gens ne viennent pas chercher tout ce qui leur est dû. Mais ça passe pas souvent, inquiétez-vous pas. Alors, mais c'est à nous de... Puis les comptables n'en parlent pas beaucoup non plus, puis je critique pas, là. Mais ça, là, ça vient aider pour les rapports d'impôts. Puis s'il y a quelque chose d'autre, là, par Joseph, vous pouvez m'appeler aussi, vous allez voir les numéros. Là, bon, le répit à domicile, là, je vous dirais, j'en parlais encore, là, mais toute personne qui est proche aidante, s'il vous plaît, acceptez de l'aide. Un petit 4 heures par semaine, au moins, pour aller faire vos commissions, aller dormir quelque part. Et si des fois vous avez besoin de plus, bien vous pouvez avoir le baluchon Alzheimer pendant 15 jours, ils viennent vous remplacer 24 heures sur 24, puis vous trouvez une place pour aller dormir ailleurs. Alors ça là, mais s'il vous plaît, protégez-vous, c'est pas votre mort à vous qui s'en vient. Je le dirais, là, mais c'est ça. C'est pas vous qui êtes malade, puis il faut pas que vous deveniez malade. J'insiste beaucoup parce que les proches aidants ont bien... Je dis pas qu'on a la tête dure, mais on n'est pas loin de ça. On dirait que ça veut plus avancer, ça se peut. Pour retenir tout ce que vous dites, pardon, madame, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir les résumés écrits qu'on pourrait avoir chez nous? Mais... Oui, mais nous remettre des feuilles, parce que là, c'est... Non, savez-vous ce que je vais faire, donc, vous mon Dieu? photographiez vos affaires? Non, écoutez, mon Dieu, j'aime ça, ce que vous me dites. Je vais... Joseph, est-ce que vous pouvez imprimer les textes pour les... Moi, je pourrais vous laisser mon PowerPoint, puis vous l'imprimerez pour les gens qui le veulent. Vous nous l'envoyez par courriel. Oui. Ou encore, moi, je vais l'envoyer à Joseph, et puis Joseph va tout vous faire parvenir. Formidable. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que je l'ai préparé, ça fait des années que je fais les conférences sur la proche-aidance, mais d'une année à l'autre, les besoins changent. Et il est vraiment très actuel, là. Il faut rappeler aussi que ça va être, la vidéo va être mise sur le site internet de la CLEAR. Et c'est une façon plus écologique d'avoir des informations et de les répéter autant que vous voulez. Parce que vous pouvez reculer. Ça ne sera pas aujourd'hui, mais d'ici 48 heures. Celle qu'on avait manqué, là, à votre sortie. Il y en avait une qui reviendra jamais. Il ne veut plus avancer. Qui colle quand il Bon, oui, mais c'est ça, c'est que ça va être mis sur le site internet de la CLEAR. Je pense que c'est nous autres à notre âge, là. Ah, je suis on est dans un âge certain, là. Des fois, papier,
pour nous autres, c'est plus important que par Internet. Moi, Internet, j'y vais, mais je ne vais pas longtemps. Je veux dire que je ne suivrai pas un cours, je ne vais pas voir une conférence par Internet parce que c'est trop long, je ne suis pas habitué à ça. Fait que par papier, pour nous autres, j'aime mieux ça. Si on l'aurait par papier, ça serait peut-être mieux. Donc, s'il y a quelqu'un qui serait capable, on vous donnerait notre adresse pour nous l'envoyer ou quoi que ce soit, ou pour aller le chercher quelque part. On va assurer un suivi, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, il y a une seule conférence là, qui a pas été, dont le son n'a pas été enregistré, là, malheureusement, mais sinon, les conférences sont disponibles sur le site de la QDR et vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez commencer à les écouter, arrêter, reprendre. Il y a une grande facilité avec cette forme de document-là. Mais on va voir avec Joseph Désiré pour la suite, là, mais je voulais juste vous dire que c'est comme ça. Possible. Mais je vais aussi, c'est merveilleux ce que vous dites, mais je vais, en tout cas, j'apprécie beaucoup parce que normalement, quand je vais quelque part et qu'il y a une conférence, je demande toujours la même chose, moi aussi. Alors, je vais m'organiser avec M. Joseph là, pour faire parvenir la copie papier aussi. Là, ici, je vais insister sur quelque chose, reconnu. Vous faites quoi pour être reconnu comme proche aidant si vous voulez avoir les crédits d'impôt? Et vous dites qu'on peut retourner 7 ans en arrière, 5 ans? Non, ah, OK. Là, vous êtes encore dans le formulaire personne handicapée. Le F21? Oui. Bien, quand même, madame pose la question, je trouve que c'est important. Dans tous les crédits, madame a posé une question fort importante. Dans tous les crédits qu'on peut avoir comme proche aidant, pour le malade, je devrais dire, là, pour le malade, c'est le seul où on peut remonter à 8 ans. Donc, si cette année-là, cet été-là, vous faites faire une révision de votre impôt, d'abord, on sait que quand une personne a du Parkinson, une sorte de Parkinson, ou encore, il y a différentes maladies, des AVC ou l'Alzheimer, on sait que c'est pas pour rien qu'ils ont mis 8 ans. Avant d'avoir le diagnostic, là, ça fait peut-être 5-6 ans que la personne déraille un peu dans quelque chose. Alors, ça, si vous êtes capable d'aller chercher pendant 8 ans, c'est 2400 de crédit sur le revenu de quelqu'un, bien, c'est quand ça vaut la peine. Est-ce que ça vous convient? Ma question, c'est si la personne est décédée. Ah non, là, c'est plus le temps, là. Parce que j'ai été sa proche aidante, mais il n'y a pas personne qui me dit que j'avais droit à un crédit. C'était personne handicapée, c'est pas pour vous. Là, je parle tous les proches aidants. Il ne faut pas que la personne soit décédée. Tous les proches. Quand je vous dis que le proche aidant a besoin d'être informé, ça n'a pas de bon sens. Les proches aidants, là, vous avez tous droit à des crédits. Vas-y. Pour avoir accès justement au crédit que Madame mentionne, est-ce que faut que ce soit complété par un médecin qui dit sur le formulaire... Personne handicapée, c'est le médecin qui complète. Absolument. Pour le proche aidant. Mais un crédit pour les proches aidants, le médecin, rien à voir là-dedans, c'est que vous allez chez celui qui fait votre rapport d'impôt, vous dites que vous êtes proche aidant, courez pas partout pour avoir des permissions pour vous faire dire que vous êtes proche aidant. Avec la personne aidée. Vous allez chez celui qui fait votre rapport d'impôt. Si vous le faites vous-même, déclarez-vous proche aidant, puis allez chercher vos crédits de proche aidant, autant au fédéral qu'au provincial, puis il y a les crédits de compassion aussi. Compassion? Ça, c'est autre chose. Mais je ne vais pas vous mêler, là. Mais quand je vous dis que le proche aidant a besoin d'être informé, il y a peut-être 7 à 8 téléphones par jour au bureau juste sur les crédits d'impôt. Est-ce que j'ai droit à des crédits? Alors, parlez-en à votre comptable, puis d'être reconnu. Formé, là, tu ne deviens pas un médecin ni une infirmière, mais la meilleure personne pour prendre soin d'un malade, c'est la personne la plus proche. Ça, je peux vous dire, c'est reconnu dans la littérature. Oui.
Parkinson puis Alzheimer, ça rentre dans personnes handicapées? Tout. Ça peut être quelqu'un qui a une fracture de hanche, puis qui est 1 an handicapé, puis ça entre là-dedans. Tout. Dès qu'on a besoin de quelqu'un, d'une marchette, dès qu'on n'est plus capable de fonctionner complètement seul, quel que soit le problème. Là. Mais prochain date, est-ce que ça, il est revenu qu'en revenu-là, ça compte? Il y a un crédit qui est quel que soit le revenu, vous y avez droit. Pas, vous n'irez pas à Montréal passer une fin de semaine avec ça, là. Mais vous y avez droit. Mais n'importe quel est le montant de revenu? Si vous gagnez 100 000 par année, il y a un petit crédit que vous allez obtenir quand même. Mais vous n'irez pas passer une fin de semaine à Montréal dans un hôtel à 700$ par jour, là. D'accord? C'est pas gros. Donc le seuil... Moi, je vous dirais, les crédits d'impôt, je vais vous donner mon avis, là. Oui. Allez chercher ce qui est possible. Demandez à votre comptable. C'est lui qui sait comment aller chercher les choses. C'est lui qui sait vous gagnez trop ou pas assez. Moi, je ne sais pas. Mais je trouve beaucoup que les crédits d'impôt, c'est un leurre. Si je me permets de dire ça. Ça ne fait pas vivre, ça ne vient pas t'aider, ça ne vient pas te donner. Il y a quelque chose. Vous permettez, j'insiste quand même là-dessus aujourd'hui, là. Il y a quelque chose actuellement qui aide les proches aidants, c'est le chèque emploi-service. Avez-vous déjà entendu parler? Bon. Je vais avancer, puis je reviendrai avec ça, je ne l'oublie pas. OK? Si j'ai du temps, je vous en parle. C'est beau? Alors, ce dont les proches aidants ont besoin, c'est sur la maladie de l'aider. Comme je disais, ça va durer combien d'années? Mon conjoint, il a la maladie d'Alzheimer. Il vient d'avoir le diagnostic, imaginez-vous. Il a 80 ans, il vient d'avoir le diagnostic. Il y en a pour 95 ans, là. Quand tu es âgé puis tu commences à faire un peu de perte cognitive, appelons ça de même, ça va pas vite, ça, là. C'est pas énervant. C'est pas comme la maladie génétique Alzheimer, là. Ça, c'est 3 ans à peu près que ça dure. Ils ont besoin d'informations fiables. Ils ont besoin de connaître les symptômes et les traitements possibles aussi, puis surtout l'évolution de la maladie. Les ressources disponibles. Ça, là, où est-ce que je peux trouver de l'aide, là, c'est demandé constamment. Alors, de connaître leur rôle, l'évolution, OK. Je vous dirais que les proches aidants, là, actuellement dans la province, là, connaître l'évolution de la maladie, apprendre à donner les soins, les médicaments, la diète, on fait de tout. Moi, je vous dirais, là, comme infirmière, la seule chose que j'ai pas faite chez moi, c'est le gavage. Tu fais de tout, hein. Tu n'as pas besoin d'être infirmière. Je vous demanderais qu'est-ce que vous faites comme proche aidant, là. On donne les bains, on fait les soins d'hygiène, on donne les médicaments, on rase les cheveux, on rase la barbe, on brosse les dents. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, là. Mais en tout cas, on fait tout ce dont la personne a besoin. Alors, voilà. On parle même à sa place. Pardon? On parle même à sa place. Ah, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de parler. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites là. Le besoin de reconnaissance, ça là, c'est fondamental aussi. Ça vient pas vite. Par nos proches, et je dirais que par les gouvernements, nous, pour les personnes qui travaillent encore, là, vous avez de la famille qui travaille, on avait déposé un mémoire, dans le temps, c'était Mme Vienne, dans le temps du Parti libéral de service, je peux dire peut-être 2014, quelque chose comme ça, non? La dernière année. On avait déposé un mémoire aux normes du travail pour que le proche aidant ait 7 jours de congé comme proche aidant. Payé. Il peut avoir des jours de congé maladie pour la famille et tout, là, mais comme proche aidant. Alors aussi, reconnaissance par le personnel médical, ça c'est rare quand tu vas avec, je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous allez chez le médecin avec la personne malade, que le médecin ou l'infirmière s'occupe de vous, y a-t-il quelqu'un qui vous pose des questions? Non. Pas beaucoup, hein? Non.
Moi, une fois. C'est ça, c'est reconnu dans la littérature. On nous demandait de nous rencontrer parce que ma femme est en famille, encore ouais. Il dit qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider? C'est assez sacrément. Je dis, pourriez peut-être penser financièrement au mot du stationnement qui coûte 60 pièces. Ah ouais, c'est ça. Ben, ça fait 7 ans de ça. Ils n'ont rien fait. Ben, regarde, on est pas là. Ça nous Ils ont réussi à poser la question. Bon. Aussi, le dernier paragraphe, là, plusieurs ne s'identifient pas comme proche aidant. Ça, il ne faut pas se gêner. Dès que vous aidez quelqu'un, vous êtes proche aidant, à moins que ce soit aller coiffer ou aller conduire une personne, une heure ou deux personnes, on n'appelle pas ça les proches aidants. On n'entre pas dans les critères. Physiquement, psychologiquement, financièrement. Bon, c'est ça, regardez. Seulement 30% des aidants disent qu'un intervenant leur a demandé s'ils avaient des besoins pour soutenir l'aider pour eux-mêmes. Ben moi, j'ai aidé des conjoints pendant 7 ans, il n'y a jamais personne qui m'a demandé ça. Alors, j'entre pas dans le 30%. Alors, les gens, ça va de soi, le proche aidant. Ben, je dirais que depuis que le monde est monde, avant, les hommes n'aidaient pas beaucoup. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui prennent soin de leur famille aussi. Mais depuis que le monde est monde, par atavisme, on dit que les femmes prennent soin de tout, du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle, de ma tante. Surtout jadis, les femmes n'étaient pas, ils ramassaient, ils gardaient ce qu'ils appelaient une vieille fille. C'est pas drôle de dire ça de même, là. Je me ferais tuer aujourd'hui de dire ça publiquement. Et, ouais, le poteau de vieillesse. Oh mon Dieu, c'est terrible. Et on prenait soin, les femmes, ces femmes-là prenaient soin, pas si loin, hein. C'est avant les années 60, ça, je crois, hein, quelque chose du genre, là. C'est ça. Pour les plus jeunes, c'est loin, là, mais... Bon, les besoins physiques, c'est aide au quotidien, repas, ménage, commission. Si vous avez 4 heures de répit par semaine au moins, ça vous permet de passer à travers ça. Actuellement, quand on a des subventions pour le répit, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un critère de la part de tous les subventionnaires. On n'est pas capable de donner plus que 4 heures par semaine aux proches aidants, alors que la majorité des proches aidants ont 65 ans et plus, actuellement dans la capitale. Et il y a ceux au travail, là, mais qui ont besoin d'aide. Et c'est du 24 heures sur 24. Il y aura besoin de beaucoup plus. En tout cas, au moins ces 4 heures-là, ils peuvent profiter de ça pour aller faire leur course, se reposer un peu. Renforcer. Souvent, on leur permet d'avoir des congés pour aller dormir au monastère des Augustines. Ça arrive fréquemment aussi. Il faut que le proche aidant prenne soin de lui. Je veux arriver à mes... ce que ça coûte... ça coûte combien vivre en CHSLD? 2700 par année? Ça coûte au-delà de 70 000 par année garder quelqu'un en CHSLD sur le plan gouvernemental, là. Et si les services étaient à domicile, selon la littérature, là, j'ai cette donnée-là, mais le maximum, c'est 15 000 que ça peut coûter au système à ce moment-là. Ce serait une grosse économie. Alors, besoin de santé au répit, au travail et à la maison. Bon, là, j'insiste ici, là, je la garde toujours, cette diapositive-là. Regardez la madame au début, là. La madame, là, c'est une madame qui est au travail, elle vient d'avoir un diagnostic, mais elle est capable de s'occuper de tout le temps. Ils disent que le proche aidant, là, il est téméraire pendant à peu près 1 an ou 2, là. Il est capable. Mais à un moment donné, quand il a épuisé la famille, elle ne veut plus rien savoir de la personne, les proches, puis les amis. Ça, les amis, là, quand ça fait 4-5 ans que tu as quelqu'un de malade dans la maison, laissez-moi vous dire, ça ne sonne plus à la porte, jamais, jamais, jamais. Les amis, ça disparaît. C'est incroyable. Alors qu'on aurait besoin quand même d'avoir des gens. Là, moi je le vois, là, quand les gens appellent chez nous, là, ils viennent de la communautaire, ça fait à peu près 3-4 ans qu'ils ont tout fait ça, là. Là, ils commencent à chercher de l'aide.
Nous, c'est sûr que là, on essaie aussi de les mettre en contact. Nous, ce qu'on peut offrir, et les mettre en contact aussi avec le réseau de la santé aussi. Puis aussi, je le dis tout de suite, là, je ne l'ai pas marqué, mais si jamais vous avez une problématique à la maison, puis vous ne savez pas où téléphoner, puis ça presse, faites le 811. Ça, là, c'est vrai que moi, là, ça fait plusieurs fois que je le fais dernièrement pour des gens, puis c'est vrai que ça, on trouve des solutions. Si c'est l'aspect social, c'est le poste 2. Si c'est une urgence, c'est le poste 1. Mais ça peut être un dépanneur quand on est seul à la maison et qu'on a besoin. Bon, ici, vous permettez, je voudrais quand même, j'ai parlé que les proches aidants ont besoin de services, ils devraient prendre les services. Alors, permettez, j'énumère quand même les services qui sont disponibles. Nous, on offre ça, mais partout dans la province, c'est à peu près pareil. Il y a la ligne Info Aidant ici. On a le répit qui est notre très gros service de répit. Nous, depuis 2012, avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ils ont été les premiers à donner des budgets dans la capitale pour offrir du répit à domicile. Mais je dois vous dire, j'ai le goût de vous raconter, vous n'êtes pas épuisés, là? Non? Je suis bien contente. J'étais sur l'autoroute verte, c'est une vraie histoire caricaturale. J'écoutais la radio, j'entends, il y avait une conférence de presse du président de la Fédération des médecins spécialistes qui dit qu'il développait une fondation avec des budgets pour offrir du répit. Croyez-le ou non. J'arrête l'auto, je me stationne, je téléphone, et là, je demande, si c'est possible, je demande le formulaire. Nous avons été les premiers dans la province. J'ai demandé 400 000 la première année, ils ont ri de moi, c'est sûr, puis heureusement qu'ils ont ri de moi parce qu'on n'était vraiment pas très compétents encore là, pour offrir du répit à domicile. Mais on a eu pendant 10 ans 100 000, on a 100 000 $ par année de la Fédération des médecins spécialistes, c'est gratuit, ça va. Il n'y a pas de discrimination d'âge ni de maladie, on peut avoir 4 ans, on peut avoir, c'est offert à tout le monde. Mais on a beaucoup de bailleurs de fonds, mais la Fédération des médecins spécialistes, là, c'est vraiment, ils ont un ADN dans la capitale. Ici, le programme PER, je vous en parle parce que c'est fort. J'ai encore quelques minutes, José? Oui? J'ai besoin de vous en parler. Nous, ce programme-là, en 2009, j'étais à Montréal, puis là, ils développaient le programme PER. J'ai dit, ça nous prend ça, parce qu'on sait qu'on est la première province, capitale où il y a le plus d'aînés dans la province. Bon. Ce programme-là, est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Non? Oui? Ce programme-là, c'est gratuit. Ce sont des appels qui surveillent les personnes à domicile. Tous les matins, actuellement, on appelle 1300 personnes tous les matins pour s'assurer de leur sécurité. Et chaque année, on sauve environ une quinzaine de personnes. Pourquoi le matin? Parce que le matin, ça vous arrive-tu d'être étourdi en vous levant le matin trop vite, là? Ou encore être en hypoglycémie ou hyperglycémie, des choses comme ça. Alors, ça va. Et là, on vient d'établir un partenariat avec la santé publique et le CIUS, ça c'est majeur. On a préparé un PowerPoint. Je vais vous dire pourquoi. Ils nous ont interpellés. Il y a eu un décès dans les offices d'habitation. Les OMH qu'on appelle, non? Les offices d'habitation. Une personne qui a été trouvée après plusieurs jours. Quand tu vis ça, là, alors le coroner qui a fait l'enquête a exigé dans ses recommandations que le CIUS et la santé publique fassent en sorte que tout le monde soit abonné à ce programme-là. Alors là, nous, on a travaillé tout l'été pour préparer les outils, là. On a un PowerPoint narratif, alors ça veut dire que les gens, eux, nous, on n'avait pas le droit d'aller offrir le service dans les OMH. On n'avait pas le droit d'entrer.
mais la santé publique a le droit d'entrer, les intervenantes ont le droit d'entrer. Alors, à l'automne, là, on va avoir... là, j'ajoute des lignes, mais on va avoir peut-être jusqu'à 5 000, 10 000 appels tous les matins, là. Mais ça sauve des vies. Nous, c'est pas bénévole, les gens, on ne fait pas d'argent avec ça, là. Mais les gens, c'est du personnel payé qui est là, ce sont des répartiteurs. C'est pas des choses automatisées. C'est automatisé, mais vous dire, là, tout le monde appelle, ils sont sans arrêt au téléphone. Et quand il y a une alerte, l'alerte, on arrête quand on a trouvé la personne, que tout est réglé. Et en tout cas, c'est un programme là, extraordinaire. Pour les personnes qui vivent seules, puis qui n'ont pas de famille proche, là, ça aide beaucoup, oui. Non. Il est arrêté encore, je parle trop. Non, vas-y, continue. Non, c'est pas... Bon. Puis je vais vous donner un exemple. Là, je vais essayer de me dépêcher. Imaginez, l'an passé, on appelle chez un monsieur pas vieux, là. Il ne répond pas. Alors, ça prend toujours un répondant. Son voisin, ben, il dit, il a fait son gazon hier. Lui, il n'y avait qu'une sœur à Montréal qui appelait une fois par mois. On l'a trouvé décédé dans sa salle de bain. Alors, s'il l'avait appelé la veille une fois par mois, imaginez-vous dans quel état il aurait été trouvé. Hein? On sait, je ne veux pas dire qu'on va mourir, là, mais ça aide, ça sécurise. Bon, là, il faut que je file, parce que je vais perdre des affaires. Là, ici, donne-moi une seconde. Le soutien psychosocial, qui est un service extraordinaire, on a des appels. Toute personne qui accepte le répit, généralement, accepte de parler avec nos intervenantes pour... C'est pas la famille. Vous ne serez pas jugé, vous ne serez pas évalué, puis elle ne vous donnera pas de grands conseils. Ça, c'est fort important. Et c'est gratuit. Nous avons aussi des appels d'amitié qui sont subventionnés par la Ville de Québec. On appelle toutes les personnes de la capitale nationale qui sont des personnes aînées en majorité. Aussi... C'est complémentaire à ce que la... Aux appels... Oui, c'est ça. Et on a fait pour la première année, cette année, le 19 juin, on va le faire aux 2 ans, une journée commémorative du deuil. Parce que le parcours du proche aidant, ça commence quand la personne commence à être malade, que tu as le diagnostic, ça se termine officiellement au décès. Et le problème, quand tu es proche aidant, puis si vous avez vécu sans doute ça, là, on dirait là, que tu tombes dans le vide, il n'y a plus personne qui s'occupe de toi, puis il n'y a plus aucun service pour toi. Il n'y a pas un bailleur de fonds qui nous donne de l'argent pour aider les proches aidants rendus à cette étape-là. Moi, j'avais vu ça à Montréal une année, là, ça fait longtemps qu'ils font ça. On a fait cette journée-là le 19 juin. Ça a eu lieu dans les locaux de la coopérative funéraire sur Néré-Tremblay. Oui. C'est beau, là, comme c'est pas possible. On est quasiment au Château Frontenac, c'est pas croyable, là. C'était gratuit. Ça a été une journée, moi, je me disais, on va manquer notre coup, il va arriver quelque chose de certain, là. Tu sais, une première fois, là. On a eu 64 proches aidants, 15 de Charlevoix, 18 de Portneuf, les autres de la Ville de Québec. Ça a été un succès. Monsieur, je ne sais pas si les gens connaissent M. Michael Sheehan, le juge Sheehan, qui a vécu un suicide avec son fils. Il a donné une conférence adaptée aux personnes qui vivent un deuil. Ça a été vraiment un succès. J'étais tellement contente parce qu'on avait peur de... Des fois, quand tu fais une chose une première fois, hein, c'est pas toujours certain. Bon, là, j'ai avancé un peu, j'ai pas regardé ma montre. On a aussi chaque année les conférences, comme la prochaine qui s'en vient en septembre. Les conférences qu'on offre, nous, sont toujours demandées par les proches aidants. Ça touche, comme là, c'est le Cœur Alain-Naud en septembre qui va parler de l'aide médicale à mourir. En septembre, bien. Oui, oui. Parce que la loi a changé aussi, il y a des choses là, différentes. Et aussi, on a toujours un notaire. Il y a les questions dont les gens ont besoin. Les rapports d'impôts, pas les rapports d'impôts, oui, ça, les rapports d'impôts, on en a un en décembre et un en janvier. Mais là, on a 2 conférences avec un notaire. Parce que les gens, souvent, n'ont pas de testament, la personne a des pertes cognitives, puis là, c'est plus le temps de faire le testament, c'est complexe. Hein?
l'aide juridique comptable, on donne des recommandations. Souvent, on leur dit d'aller à la QDR aussi, pour l'aide juridique aussi. Alors, voilà, pour ça. Comment on fait? Oui. On va aller à une conférence. Pardon. Comment on fait pour s'inviter pour aller à une conférence? Comment on fait? On passe toujours par Bon. ici. Bon, je trouve, ce que je vais faire, j'aime aussi votre question. Ce que je vais faire, là, on va envoyer une infolette pour annoncer nos conférences. Normalement, on se fait toujours aider par Claudia Hamel-Ducius, qui l'annonce à tout le monde. Mais là, je vais l'envoyer à M. Joseph, qui va vous informer, qui va vous envoyer notre infolette pour vous dire que c'est la conférence là, du Dr. Alain-No ou c'est la conférence d'une autre personne, parce qu'elles sont virtuelles, nos conférences. Alors après, quand vous êtes inscrit, on vous envoie le lien. Vous savez, nous, c'est depuis qu'on le fait virtuel, là, on a doublé le nombre de personnes. Vous n'avez pas besoin de vous faire remplacer à la maison. Imaginez-vous qu'une journée, c'est l'an passé, je vois un monsieur avec sa mère, ça ne ressemblait pas à un décor du Québec, là, juste par les grandes draperies. J'ai dit ça, c'est la France, certain. Imaginez-vous, c'était de Lyon, en France. Ils avaient pris notre conférence, puis ils ont suivi notre conférence le 3 heures avec nous. Mais juste par les grosses tentures, j'ai reconnu que c'était pas du Québec, ça. Oui. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas regardé, là. Est-ce que je... Vous avez cette place à la phase interactive, s'il y a des questions. Ah, je voulais... Oui, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Ça va avec le chômage? Ça va avec l'assurance emploi? Pardon? Ça va avec l'assurance emploi? C'est le chèque emploi-service. Ça, là, il y a une directive qui a changé, puis les gens ne le savent pas. Je vais vous dire comment procéder, parce que c'est tous les jours que j'ai dit aux gens comment faire. Je vais vous l'expliquer. Toute personne qui prend... Avant, le chèque emploi-service, l'employeur, c'était le malade. Ce qui est changé depuis, c'est l'an passé, il y a 2 ans, celui qui est l'employé est aussi l'employeur. Vous comprenez? C'était pas logique qu'une personne qui était rendue au dernier stade de la maladie d'Alzheimer soit l'employeur. Vous me suivez? Le chèque emploi-service, en quoi il consiste? Si vous êtes inscrit au chèque emploi-service, vous pouvez recevoir, c'est 19 à 20 $ de l'heure pour prendre soin de vos proches. Maintenant, dans le chèque emploi-service, le conjoint y a droit, c'est marqué quand on y va dans la littérature provinciale. Alors, si toute personne qui veut le chèque emploi-service, ça donne des revenus parce qu'il y a des personnes qui arrêtent de travailler pour prendre soin de quelqu'un. Alors, il faut aller au CLSC de votre arrondissement. Mais là, c'est pas fait, hein? Ça, là, il faut quel mot j'utiliserai? Il faut insister. Demander à parler à la personne responsable du chèque emploi-service. Et je veux le chèque emploi-service. Soyez tellement déterminés qu'elle va plier puis elle va vous le donner. C'est mal dit, là, mais il faut insister parce qu'il y a des CLSC où c'est facile puis il y a des CLSC où c'est pas facile. Les personnes en haut de 65 ans, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de statut. Dès que vous prenez soin de quelqu'un, si vous voulez vous faire aider, allez chercher le chèque emploi-service. Allez au CLSC, faites la démarche et imposez-vous. Bon, les gens qui ne s'imposent pas, là, ils se laissent malmener. C'est tout. Bien, s'imposer correctement, là. Avoir des preuves à donner, comme de quoi tu es vraiment... C'est que normalement, là, c'est une très bonne question. C'est que quand vous allez à votre CLSC, là, le nom de votre malade est déjà dans le dossier du CLSC. C'est très rare
que le nom du malade soit pas déjà, que le malade n'ait pas son dossier au CLSC et vous êtes le proche aidant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si son nom est pas au CLSC? Ben, s'il est déjà malade, il est au CLSC. S'il va dans l'hôpital, c'est une bonne question. Si le nom n'est pas au CLSC, vous allez passer par le médecin de famille pour que la personne malade ait son dossier bien monté au CLSC. Si elle n'a pas de médecin de famille? Parce que moi, ma belle-mère, ça fait 8 ans qu'elle s'est à la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Elle ne voit jamais le même médecin. Ah, je sais. Je demande à un médecin, je prends un rendez-vous, je demande à un médecin de faire le suivi ou... Je vous dirais, fais pas ça pour te mettre en boîte. Oh non, c'est vraiment ce que je vis. Là. Je me sens elle n'est pas pas au en CLSC. boîte. Je le sais qu'elle n'est pas au CLSC. Moi, je vous dirais, là... Pas de médecin de famille, Moi, je vous dirais, là... Moi, personnellement, ce que je ferais si j'étais poignée comme ça, il faut régler la situation. Là. Au moins une fois, j'irai dans le privé. C'est dur, là. Oui. J'irai dans le privé. D'abord, votre dépense, elle va passer à l'impôt, puis vous allez régler votre situation. Parce que vous ne réglerez pas le système de la province de Québec. Grand pire. Vous allez en crever plutôt. Parce que c'est ça. Le problème, vous savez, le CLSC, ça peut prendre un an ou deux avant. Non. Ah bon, merci. Le CLSC, ne téléphonez pas. Vous y allez. Quand je vous dis qu'il faut vous imposer, là, dans le système de santé, là, autant avec votre médecin, on s'impose poliment, là, tu sais, j'ai l'air raide un peu. Mais si vous allez là, mollasse, là, vous êtes fait. Que ce soit le CLSC, que ce soit le médecin, que ce soit une intervenante, que ce soit n'importe qui, une infirmière, ce que vous pensez, respectez-vous, imposez-vous. Ça, là, c'est un des conseils que je peux vous donner. Ce que j'entends, là, moi, jour après jour, là, c'est des gens qui... Oh, mon intervenante, elle m'a pas répondu. Oh, mon intervenante, elle m'a dit ça. Oh, ben c'est ça. À quel moment elle va arrêter de te dire des affaires? C'est à toi d'en dire. Si vous avez besoin de quelque chose, allez au bon endroit, informez-vous où aller, allez au bon endroit, puis lâchez pas tant que vous ne l'avez pas eu. C'est ça le réseau actuellement. Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai passé, je l'ai, chèque emploi de service. Je viens de l'arrêter, là. J'avais 5 heures par semaine. Par chèque emploi de service, qui donne 25 heures à la personne qui vient chez nous. Pendant les 5 heures par semaine. Et c'est nous autres qui signent le service de paye qu'on va porter. C'est fait par la Fédération des jardins. La Fédération des jardins qui paye à notre place. C'est ça, chèque emploi de service. C'est payé par la Fédération des jardins et c'est fait et c'est passé par le CLSC. C'est ce que j'ai eu, moi. J'ai eu 5 heures par semaine. En tout cas, c'est vous, si vous avez besoin du chèque emploi-service, vous êtes proche aidant, vous allez au CLSC, vous demandez le nombre d'heures dont vous avez... Si vous êtes avec quelqu'un qui est malade 24 heures sur 24, là, vous allez demander de l'aide 24 heures sur 24, là. C'est à vous de demander. Sinon, là, inquiétez-vous pas, là. Ils vont vous donner 2 heures. Le système, il est le même, là. Moi, je le dis à tout le monde, défendez-vous. Puis on obtient. Je ne suis pas négative, au contraire, mais il faut pas être mollasse quand on a affaire à défendre nos droits aussi. Le système est courtois. Oui. Ah oui, quand on défend nos droits, généralement, on arrive à obtenir ce dont on a besoin. Moi, je le vois pas mal, en tout cas. C'est un peu comme avec les comptables, là. C'est le problème avec les comptables, c'est effrayant, là. Le nombre de personnes qui me disent que le comptable ne sait pas qu'on a droit à des crédits d'impôt, mais j'ai dit, dites-leur d'appeler à Revenu Québec et Revenu Canada. Est-ce que c'est un tarif fixe ou quoi? Ça, pour le chèque emploi-service, je crois que oui, mais je ne suis pas capable. Je suis allée lire sur Google, j'ai vu le titre, j'ai vu le montant, mais c'est plus le CLSC là, qui va développer ça avec vous. Là. Moi, là, mes compétences se limitent à ça.
Mais vous ne montrez pas de 19 à 25 piastres de l'heure, ça c'est sûr. Excusez-moi. Oui. Si moi je suis sur cet emploi-là, puis c'est le CLSC qui dit maintenant cette personne-là a besoin de 5 heures, un autre ça va être 4 heures. C'est vous qui dites, vous présentez au CLSC et vous dites que vous voulez obtenir le chèque emploi-service parce que vous êtes proche aidante et que vous travaillez 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui est malade. S'il est malade 5 heures par semaine, c'est pas pareil, là. Non. Mais si la personne est vraiment à une étape de sa vie où ça demande beaucoup de soins, défendez votre point de vue. Moi, les personnes que je connais dans notre association puis qui ont le chèque emploi-service ont une très bonne réponse. Mais moi, je travaille pour le CLSC, parce que c'est des gens que je vois à leur maison. Oui. Généralement, en tout cas, moi, je ne peux pas dire, je suis loin d'être négative vis-à-vis ça. Au contraire, tout le monde devrait le demander. Je le dis, vous n'avez pas idée comment j'essaie de faire connaître ce à quoi vous auriez droit comme argent, parce qu'il y a des gens là, qui appellent, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas travaillé puis ils n'ont pas de revenus. Bien, j'ai dit, allez chercher au moins le chèque emploi-service, ça va vous aider. Suzanne? Oui. Si on est, mettons, 3 ou 4 personnes à être proche aidant pour la même personne, on se relaye justement pour ne pas s'épuiser puis pour pas. Est-ce que chacun doit demander le chèque ou on demande un chèque qu'on se sépare après? C'est une très bonne question. C'est un policier, hein? C'est un policier? Non, je ne suis pas policier. J'enseignais à technique policière, mais je n'étais pas policier. On vient du même cégep, c'est pour ça. J'avoue que moi, je serais portée à dire que si vous êtes 3, entre vous, désignez-en un. Risquez pas d'aller vous disperser. Puis pour répondre réglez ça en famille d'abord. Quand on dit insister, on commence avec la courtoisie, mais des fois, la courtoisie n'est pas suffisante pour insister. Il faut user de tactique un peu, des fois, jouer la comédie. Moi, j'appelle ça jouer la comédie. Mais il faut peser puis augmenter la voix un petit peu plus. Puis, mais je ne partirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas donné. Je peux-tu voir quelqu'un d'autre? Si vous n'êtes pas capable de me le donner, je peux-tu voir quelqu'un d'autre? OK, on va essayer d'élargir les zones de questions, là, parce que là, on est tout le temps sur l'emploi-service. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Excusez, oui, Suzanne, c'est parce que j'ai manqué le bout où vous aviez parlé de médecine privée, là. C'est parce que moi, je suis orpheline de médecin, là, puis, bon, en tout cas, là, je voudrais savoir si je peux, quand je vais en médecine privée, déductible d'impôt. Si c'est déductible d'impôt. Ben oui. Donc, c'est ça que j'explique. Toute dépense qu'on fait, puis aussi, toute dépense que vous faites en médecine, vous mettez tout ça à l'impôt, gardez vos reçus. C'est comme si vous allez chez le dentiste, c'est comme si vous allez en parodontie, c'est comme si. C'est pareil. Cette semaine, la semaine passée, on est allé voir là, tous 2 cliniques pour un mal d'oreille. On a fini ça à l'urgence à Saint-Francis-Sacrament, 8 heures d'attente pour lui donner une prescription pour juste un oreille. J'ai dit, vos privés. J'ai dit, on en va sur l'impôt l'année prochaine. Ben, ça donne rien d'aller à l'hôpital. Moi, je connais des gens aînés qui ont besoin de pontage. J'ai l'impression que le système, là, quand il est rendu à un certain âge, il nous tasse. Mais vérifier, je ne suis pas sûr que c'est déductible d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Oui, un crédit d'impôt, c'est comme toutes les autres. Toutes les autres. Ouais, c'est parce que c'est une grosse différence. Tu as 4 000 qui est déductible, tu l'enlèves de ton. Tu as 4 000 qui rentrent dans un crédit d'impôt. Si le crédit d'impôt, c'est 10 il rembourse 400. C'est selon les revenus. Ben là, je ne peux pas aller trop loin dans les finances. Excusez-moi, c'est en train de devenir une conversation. Je suis désolée, là, mais j'aimerais ça que ça reste quelque chose de général. Si tout le monde veut avoir des questions, si vous avez des questions, je pense qu'il faut essayer d'élargir notre sujet et il ne faut pas que ça devienne une conversation. Et vous le savez, là, elle vous marque ses coordonnées. Si vous avez besoin de ces coordonnées-là, vous pouvez les avoir à la QDR. Et toutes les personnes, vous avez reçu un formulaire pour remplir, pour nous remettre à la fin. C'est très important que vous le remplissiez, que votre numéro de téléphone soit correct, que votre adresse courriel soit correcte si vous voulez qu'on vous envoie
qu'elle va vous donner comme document, il faudrait avoir la bonne adresse courriel. Alors, c'est très important que vous remplissiez ça et qu'on puisse le recueillir à la sortie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Pardon, madame, ils n'ont pas eu le formulaire. Moi, c'est surtout les médecins qui soient assez avertis lorsqu'on arrive avec un patient qui est soit d'Alzheimer, qui sensibilise, dire on a un feuillet, là, je vous donne ça, puis allez consulter, allez chercher de l'aide. C'est important parce que l'effet pervers. OK, parce que l'effet pervers, c'est que si on dit que quelqu'un est Alzheimer, les premières fois, il fait juste oublier de mettre du sucre, puis oublier des petites choses. Ça va bien. Puis de fil en aiguille, tout s'accumule. C'est là que ça empire. Puis là, on ne sait plus quand le seuil est demander de l'aide. Oui, Michel, continue ta question. Est-ce que c'est une question? C'était pas une question. Moi, c'était pour les médecins. Savoir si c'était possible. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Lorsqu'on se présente avec notre aidé, disons que pour la première fois, on apprend un diagnostic, que ce soit Alzheimer, et puis là, à un moment donné, on apprend, puis bon, les premières semaines, ça va bien, il y a des petits oublis, il oublie de mettre son sucre, il oublie de barrer la porte, mais de fil en aiguille, ça empire. Puis c'est là qu'est la frontière, qu'on ne sait plus quand est-ce qu'on peut demander de l'aide, parce que là, ça a pris des mois. Des fois, OK, là, il devient un peu incontinent. Là, à un moment donné, là, il y a une marque qui descend, là, ça devient encore pire. Mais comme tu as déjà enduré 12 mois, 1 an et demi, 2 ans, tu te dis, ouais, c'est normal, là. Puis, c'est savoir le moment de dire, ben là... Est-ce que je peux lui répondre? Oui. Alors, le monsieur est avec nous, il est dans nos groupes de soutien, justement. Vous avez nos adresses. Dès que vous sentez que vous avez besoin de l'aide, appelez. Là, je dis, c'est nous. Appelez à un organisme communautaire. Si vous avez besoin du CLSC, souvent vous êtes comment y entrer ou comment entrer dans le système de santé aussi. Là. Mais appelez-nous, puis on va vous aider. Le médecin n'est pas là pour... même quand on veut laisser des dépliants dans les cliniques médicales, ils les prennent pas. Mais Michel, c'est un de mes amis. Vous pouvez demander à votre médecin, parce qu'il peut vous offrir, allez pas faire passer un examen à la personne à avoir besoin d'aide, pour qu'il ait passé un examen, puis par la suite, avoir un diagnostic par un spécialiste. Parce que c'est ça, il faut passer par l'intermédiaire pour avoir un diagnostic. C'est pour ça. Ça fait donc, si vous ne passez pas par votre médecin pour aller avoir un diagnostic, lui, vous ne saurez pas vous le donner. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que monsieur dit. Hier, là, je vais terminer avec ça peut-être. J'ai une madame, ça fait des années qu'elle prend soin, des années, 3-4 ans, là, puis elle n'a pas eu le diagnostic, puis moi je sais qu'il fait de l'Alzheimer, par ce qu'elle m'a dit. Mais j'ai dit, allez demander à votre médecin qui passe les tests. Tous les neurologues forment les médecins de famille pour les tests. C'est ça. Et puis après ça, là, ils vont vous diriger d'accepter ou non de continuer par rapport à votre diagnostic d'Alzheimer ou d'autres choses. C'est par votre médecin que vous allez l'avoir ou par un médecin de... On n'a plus de médecin, monsieur. Ah. Tu vas ici, dans le Bourg-Neuf, tu vas à ma clinique, ils vont dire, allez voir un médecin, trouvez-vous un médecin. Il n'y en a pas, mais c'est très difficile. Je serais mieux d'aller voir qui? Un garagiste. Un garagiste, ils vont préparer. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À ce moment-là, on vous appelle. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur, propose. Je vais demander comment faire pour que le médecin reconnaisse un handicap, parce que, en fait, le médecin de ma femme, elle a été handicapée et à un moment donné, il n'a plus voulu la reconnaître. Donc aujourd'hui, je suis proche aidant d'une personne non handicapée pour le médecin. Et il ne veut pas. Il ne veut plus la reconnaître comme handicapée.
L'été, je vous assure, on l'a eu pendant quelques années. J'aimerais que vous m'appeliez parce que là, ça devient un cas particulier. La reconnaître comme handicapée. Bon, écoutez, la réponse, c'est que vous allez l'appeler. Oui, j'aimerais discuter avec vous. Mais moi, le poste, j'aurais dû le changer. C'est le 2-2-1. Là, au bureau, c'est le 2-2-8. C'est pas général, mais appelez-moi au poste 2-2-1. Je vais... Bon, je vous ai désiré, je vais faire la conclusion et je vous rappelle que je vais me tenir à la porte et que je veux ramasser tous les formulaires parce que c'est le seul moyen qu'on a d'entrer en contact avec vous. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. À votre attention, s'il vous plaît. Nous sommes rendus au terme de notre séance. Elle a été si riche en enseignement et en information. Je tiens à remercier spécialement et profondément Madame Suzanne Girard. Ce fut une chance pour nous de la voir. Qui d'autre que Madame Suzanne pour nous parler de l'approche aidance dans la complexité, dont je lui exprime au nom de l'AQDR, en votre nom et à mon nom propre, toute notre reconnaissance pour sa disponibilité et pour sa conférence de ce matin. Merci Madame Suzanne Girard. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer aussi. Là. Si je connais quand même beaucoup de monde, puis ça me fait du bien, moi aussi. Là. Je travaille tellement toute seule, c'est bon. Merci. Merci aussi à chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes si chers pour nous, pour l'AQDR. Votre présence, votre disponibilité est ce qui garantit la tenue même de nos activités en ce qui concerne l'accompagnement des proches aidants. Je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité. J'exprime aussi ma reconnaissance à toute l'équipe de l'AQDR qui travaille d'arrache-pied pour le bon déroulement de nos activités. Je donne une communication importante. Après Madame Suzanne Girard, nous aurons une rencontre qui sera spéciale le mois de septembre qui arrive. Elle sera dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des aînés. Alors, une célébration qui pourra certainement rassembler beaucoup de personnes, pas seulement les proches aidants, mais aussi les aînés en général. Alors, en prélude à la célébration de la Journée internationale des aînés, nous avons prévu une conférence qui se tiendra le 28 septembre, jeudi le 28 septembre 2023. Elle sera présidée par le docteur Mathieu Simon sur le thème « Regard sur la santé des aînés en contexte post-pandémique Covid-19 ». Vous le savez, nous venons de passer quelques années difficiles avec la pandémie. Il y a eu certainement un impact sur plusieurs plans. Alors nous avons besoin d'un spécialiste, un médecin pour nous en parler et plus précisément en ce qui concerne la santé des aînés. Donc vous êtes invités. Nous tâcherons de vous envoyer une lettre officielle comme d'habitude pour confirmer cette date qui pourrait être aussi modifiée en fonction des disponibilités du docteur Mathieu Simon qui est aussi surchargé. Donc pour les fiches, on vous a déjà dit que nous les attendons. J'attends aussi, j'ai du bonheur, j'éprouve du plaisir à rencontrer certains
certains d'entre vous dans le cadre de l'écoute et de l'accompagnement. Ça me fait beaucoup de bonheur. S'il y en a parmi vous qui voudraient me rencontrer, ils peuvent ou elles peuvent laisser leur contact et pour que ensemble nous trouvions un rendez-vous. Merci et à la prochaine. Merci.